docteur Joseph Mengele est le symbole même de l'Holocauste nazi. Il est l'incarnation du mal. Lorsqu'il a pris la fuite, il ne se savait pas recherché. Mais il en savait assez pour comprendre qu'Auschwitz avait été le plus grand de tous les camps d'extermination. Il a pris une fuite qui était efficace. Il représente le Caïn, le criminel qui fuit au bout du monde et qu'on ne rattrape pas. Ce qui a vraiment inquiété Mengele, ça a été l'enlèvement par le Mossad d'un autre nazi, Adolf Eichmann. Il aurait dû être arrêté, il aurait dû être jugé, mais les choses ne se sont pas passées comme ça. La justice allemande, pendant quelques décennies, a été très indulgente. Joseph Mengele naît le 16 mars 1911 à Günzburg, dans le royaume de Bavière, dans ce qui est alors l'Empire allemand. Il est le fils aîné des 3 enfants de Karl et Walburga Mengele. Dès la naissance, c'est un jeune homme très privilégié. Il naît dans une ville où sa famille est l'une des plus respectées. Leur entreprise dominait la ville. Elle en dominait l'économie et, à bien des égards, la vie culturelle et sociale. Son père est le fondateur et propriétaire d'une entreprise florissante de machines agricoles. Le nom de Mengele est synonyme de réussite sociale dans toute la Bavière. Une notoriété qui lui vaut la visite d'Adolf Hitler dans l'usine familiale de Günzburg. Cela garantit largement son avenir. Mais il ne désire pas suivre l'exemple familial dans l'agriculture. Il souhaite devenir médecin. Et bien sûr, on l'y encourage. C'est une profession respectable. Mengele est un élève studieux. Il est passionné de musique, d'art et de ski. À la fin de ses études secondaires en avril 1930, il intègre l'université de Munich pour y étudier la médecine. Munich est alors le centre du parti nazi dirigé par Adolf Hitler. En 1931, Joseph Mengele rejoint l'organisation paramilitaire d'extrême droite des Casques d'Acier, qui devient en 1934 la SA, la section d'assaut nazie. Médecine et idéologie nazie forgent sa vision du monde. Il apprend la médecine à l'aune de cette pseudo-science raciale qui affirme qu'il existe une race supérieure, qu'il existe des races inférieures. Sa thèse de doctorat porte sur des différences anthropologiques entre sous-types raciaux. Si des gens tels que Mengele ont pu prospérer, ce n'est pas seulement parce qu'Hitler est derrière eux en tant que soutien, mais parce que dans le domaine médical, l'élite intellectuelle enseignait aux étudiants comme Mengele qu'une nouvelle science est en train de naître, l'eugénisme, la science raciale. Et il a grandi avec ça. En 1935, Mengele obtient son doctorat en anthropologie à l'université de Munich. Il s'intéresse notamment aux facteurs génétiques responsables de la fossette du menton. Sa thèse sur le sujet lui vaut un doctorat avec les félicitations du jury de médecine. 1937 est un tournant fondamental dans la vie de Joseph Mengele. En janvier, il devient l'assistant du docteur Ottmar von Verschuer, le ponte de la médecine raciale nazie. Ambitieux et bien décidé à monter en grade au sein de l'establishment scientifique nazi, Mengele rejoint aussi la SS.
Un homme comme Mengele, qui est assez aisé, intelligent, étudiant doué, et qui maintenant est devenu docteur, lorsqu'il regarde l'organisation militaire nazie, tout naturellement, il considère rejoindre les SS. C'est une élite au sein de l'élite. Les SS remontent 6 générations en arrière pour s'assurer que l'on vient d'une lignée allemande pure. Il y a un marqueur génétique, à tel point que si vous rejoigniez cette élite, les SS d'Himmler, vous receviez un tatouage sous le bras. Il signifiait que vous aviez passé le test, que vous étiez de sang pur. Bien sûr, Mengele a décidé de ne pas faire ce tatouage de groupe sanguin, parce qu'il était trop vaniteux pour cela. À peine marié, et quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, le docteur est envoyé à Posen, en Allemagne orientale, au sein du Bureau pour la race et le peuplement. Cet organisme nazi est chargé de contrôler la pureté idéologique et raciale de tous les membres de la SS. Mengele évaluait des individus. C'était une sorte d'inventaire de caractéristiques physiques. La forme et la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la forme du nez, le type de menton, la hauteur du front. Et tout cela était censé donner des indices sur l'origine raciale et ensuite la pureté raciale. Il a fait ça pendant assez longtemps et je pense que c'est important parce que cela en fait une sorte de cheville ouvrière de cette bureaucratie raciale. L'Allemagne nazie lance en juin 1941 son invasion de l'Union soviétique. Mengele, comme des milliers de médecins, est lui aussi envoyé au front. Il est affecté en Ukraine, près de Stalingrad. Pour sa bravoure, Mengele reçoit la Croix de fer. Grièvement blessé à l'été 1942, il est renvoyé à l'arrière avec le grade de capitaine. Joseph Mengele est transféré à Berlin, à l'Institut Kaiser Wilhelm, auprès de son mentor, le docteur Verschuer. Au début de l'année 1943, ce dernier encourage Mengele à demander son transfert à Auschwitz, où il va pouvoir poursuivre ses recherches sur des sujets humains et bâtir sa sinistre réputation. Pour le plus grand nombre, ceux qu'on trouvait là-bas étaient de véritables sadiques, un des traits de la nature humaine. Ils s'y délectaient. Et il y avait aussi un petit groupe, des hommes comme Mengele qui y voyaient une occasion unique de faire avancer la cause de ce qu'ils considéraient comme une science raciale. Le camp d'Auschwitz-Birkenau associe un camp de concentration et un camp d'extermination. Les déportés majoritairement juifs, originaires de toute l'Europe, arrivent chaque jour en train par milliers. À leur descente du train, ils sont triés par des médecins SS. La plupart des arrivants sont envoyés directement dans les chambres à gaz. Ce sont presque tous les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les malades. Les autres sont dirigés vers le camp de concentration, où ils meurent d'épuisement. C'est lors de ce tri que Ruth Elias, enceinte de plusieurs mois, croise Mengele pour la première fois. Mengele était là, avec d'autres SS. Et de loin, j'ai vu des femmes toutes nues passer entre deux SS. Et Mengele faisait un geste de la main. Gauche, droite. Et ce geste de la main, je ne le savais pas, signifiait la vie ou la mort. La vie, la mort. C'est très facile.
À la différence de la plupart de ses collègues, qui voient les sélections comme une mission éprouvante et difficile, Mengele les apprécie. Les prisonniers le voient souvent sourire ou siffler une chanson. Il est notamment très intéressé par les jumeaux pour ses recherches génétiques. Les jumeaux identiques, c'était formidable pour quelqu'un qui cherchait à faire des expériences. On expérimente sur l'un, on ne touche pas à l'autre, et on peut observer les différences, parce qu'on travaille sur le même ADN. C'est ce que recherchait Mengele. La Fondation allemande pour la recherche lui accorde une bourse de travail. La subvention lui permet d'équiper un laboratoire de pathologie dans le bâtiment 10 d'Auschwitz. Les travaux de Mengele sur les jumeaux visent à démontrer la supériorité de l'hérédité sur les facteurs environnementaux et ainsi appuyer la doctrine nazie de la supériorité de la race aryenne. Ces études ont peut-être d'autres objectifs parallèles. Les médecins d'aujourd'hui ne savent pas pourquoi, chez certaines femmes, les œufs se scindent en deux. Pourquoi la plupart ont un enfant et certaines en ont deux. S'ils pouvaient percer ce mystère, ils devenaient le père de l'Allemagne du futur. Chaque mère allemande pourrait avoir 2 enfants à chaque grossesse et on pourrait remplacer les pertes humaines de la guerre très rapidement. Pour lui, ce serait un accomplissement extraordinaire. Si l'un des jumeaux mourait de maladie, Mengele tuait l'autre pour pouvoir comparer les autopsies. Vera Alexander, une déportée, rapporte comment il a opéré 2 jumeaux pour essayer d'en faire des siamois. Un SS les a ramenés dans un état épouvantable. La fille ou le garçon, celui qui était bossu, était cousu à l'autre, dos à dos. Les poignets cousus dos à dos. Il y avait aussi une odeur horrible, la gangrène. Leur incision était infectée et les enfants pleuraient jour et nuit. Pour ses actions, Mengele reçoit la Croix du Mérite de guerre et est promu médecin en chef du sous-camp de Birkenau. Sa cruauté est sans limite. Le bébé est né. Au matin, Mengele est venu, il a dit « Cette femme, il faut placer des bandages sur sa poitrine. Elle ne doit pas allaiter le bébé. Je veux voir combien de temps un bébé peut vivre sans nourriture. » Tous les jours, Mengele venait faire ses observations. Le bébé a commencé à devenir de plus en plus squelettique. C'était horrible à voir. Le 8e jour, quand Mengele est venu, il a dit « Demain à 8 heures, soyez prête avec votre bébé. Je viendrai vous chercher. » Tomorrow morning at 8 o'clock, you will be ready with your child. I'm coming to fetch you. And I've known where he's going to fetch Et you. je savais qu'il viendrait nous chercher pour nous emmener à la chambre à gaz. To the gas chambers. At 8 o'clock, Mengele came and I was ready to be transported. À 8 heures, Mengele est arrivé, j'étais prête à être emmenée. He asked me, where is the child? Il m'a demandé « Où est l'enfant ?» I told him, Je lui ai répondu it died this night. « Elle est morte dans la nuit. I want to see the corpse. Je veux voir le cadavre. » Et il est parti. And off he went. I was told On m'a dit qu'il cherchait le cadavre, mais dans cet amoncellement de cadavres, trouver un si petit corps, même pour lui, le docteur Mengele, c'était difficile. Even Dr. Mengele, for him it was difficult. À l'hiver 1945, le rouleau compresseur de l'armée rouge stoppe net l'usine à tuer d'Auschwitz-Birkenau. Avec plusieurs autres médecins d'Auschwitz, Mengele est transféré le 17 janvier 1945
dans un camp allemand en Pologne, non loin de la frontière allemande. Il emporte avec lui 2 caisses d'échantillons et des documents sur ses expériences. L'Armée rouge libère Auschwitz le 27 janvier. C'est dans sa fuite qu'il quitte son uniforme de SS. Il se déguise en officier de la Wehrmacht. Le nom de Mengele apparaît sur une liste des nazis recherchés par les Alliés. Mais c'était une liste longue de plusieurs centaines de noms. Personne ne savait s'il était encore en vie à la fin de la guerre. Et à part les plus hauts dirigeants, comme Himmler, Hitler ou Göring, ceux qui se trouvaient plus bas dans la liste, comme Mengele, ne savaient pas s'ils y figuraient ou non. Il s'est quand même enfui, car il en savait assez pour comprendre. Ce n'était pas quelqu'un de stupide, et il comprenait l'énormité de ce qui s'était passé. Il savait qu'Auschwitz était un camp de la mort, le plus grand des centres d'extermination. En arrivant en Allemagne, il est fait prisonnier à 2 reprises par les forces américaines au cours du printemps et de l'été 1945. Il est même initialement enregistré sous son vrai nom. Sa décision de ne pas se faire tatouer lorsqu'il rejoint la SS le sauve une première fois. Il leur faisait ôter leurs chemises, lever les bras avant de les faire défiler. Et ceux qui avaient le tatouage du groupe sanguin étaient mis à l'écart pour être interrogés. Si on n'avait pas de tatouage et que l'on racontait une histoire convaincante, alors on pouvait être libéré. Il s'en sort en partie parce qu'il est noyé dans une masse humaine. Des centaines de milliers, des millions de personnes ont été déplacées. Des civils, des militaires qui s'étaient débarrassés de leur uniforme. Et les camps de réfugiés créés par les Britanniques et les Américains étaient pleins. Le chaos et la malice sauvent le docteur SS. Ce criminel de guerre nazi n'est pas identifié. Il échappe de peu à la justice. Comme pour beaucoup de nazis qui ont réussi à s'enfuir, la réussite tient parfois à l'habileté, parfois à l'argent et en partie à la chance. Mengele a eu de la chance. Il avait des papiers d'identité au nom de Fritz Hollmann qu'il a pu utiliser et cacher d'autres papiers inutiles dans le guidon d'un vélo en Allemagne. Tout s'est bien déroulé pour lui. Joseph Mengele sort du camp américain en juillet 1945, sous sa vraie identité. Sa chance, c'est d'obtenir un double des papiers d'identité d'un médecin lui aussi libéré, dont il a fait la connaissance en captivité. Il s'agit de Fritz Ullmann. Une fois ses papiers en poche, il les modifie un peu et devient Fritz Hollmann. Mengele, dont on ne connaît pas vraiment le nom à ce stade, comme tous les criminels de guerre nazis, a fait l'objet d'une déclaration de la part des Alliés dès 1943. Où qu'ils soient, les Alliés ont promis qu'ils les puniraient. La mise en œuvre de cette promesse débute immédiatement après-guerre, avec le procès de Nuremberg contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich. Ils sont accusés de complot, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais les criminels sont beaucoup plus nombreux. Ce qu'ils ignoraient, c'était le nombre de ces criminels. Un officier britannique délégué aux crimes de guerre a dit « Nous n'étions absolument pas préparés au niveau de criminalité auquel nous nous sommes trouvés confrontés. Évidemment, rassembler des éléments contre ces gens, puis les traquer, est quelque chose de très compliqué et qui prend beaucoup de temps. » Même si les Alliés font un gros travail de dénazification de l'Allemagne, peu de moyens sont mis en œuvre à la disposition des équipes chargées de traquer les criminels nazis. Les équipes britanniques pourchassant les criminels de guerre ne disposaient que de quelques voitures et de 2 photographes. Ils opéraient dans une très large zone occupée et ils essayaient de traquer des milliers de criminels. Des milliers! Le nom de Mengele est pourtant mentionné à plusieurs reprises durant le procès de Nuremberg qui s'ouvre en novembre 1945.
Mais les Alliés ont des dizaines de personnes portant le nom de Mengele, dispersées dans toute l'Allemagne. Les enquêteurs américains sur les crimes de guerre ont interrogé des témoins. Et le nom de Mengele est apparu, mais avec des orthographes différentes, comme Mengele ou Mengela, comme on le prononçait parfois. Mais c'était tout. Il y avait bien un docteur appelé Mengele, pas de prénom, qui travaillait à Auschwitz. C'était un point de départ, mais c'était des informations insuffisantes pour une enquête, et cela ne permettait pas de faire une descente et l'appréhender chez lui. Mengele aurait pu aussi décéder dans la retraite chaotique de l'armée allemande. Un sentiment renforcé par les déclarations spontanées de son épouse et de sa famille aux GIs, qui leur rendent visite à l'automne 1945. On dit que la femme de Mengele s'est comportée comme une veuve. J'ai interrogé une femme près de New York qui était originaire de Günzburg. Elle a dit que Joseph Mengele avait eu droit à une messe d'enterrement. La famille Mengele fait corps autour de l'un de ses membres. Tous étaient pro-nazis. Et au-delà des considérations affectives, les intérêts financiers en jeu sont trop importants. Il y va de la survie économique d'une des plus grandes familles de la région. Cet homme, qui était issu d'une famille très aisée, fait ce à quoi on pouvait s'attendre. Il rentre dans sa famille. C'est là qu'il sera en sûreté. Ils vont l'aider. Il retourne voir sa femme et son fils unique, né en 1944. Et c'est sa famille qui lui dit qu'il ne peut pas rester, car les Américains sont venus à plusieurs reprises pour le chercher. Pour sa sécurité et celle de sa famille, une planque est trouvée chez les agriculteurs complices, à proximité de Rosenheim, un bourg de Bavière. Officiellement, Joseph Mengele n'existe plus. Il est Fritz Sollmann, un ouvrier agricole chargé de planter et récolter les pommes de terre. Sa femme, Irène, lui rend visite tous les 15 jours. Il l'accueille à la gare et souvent le couple se promène le long de la rivière. Mengele passe ainsi 3 ans à peu près tranquille, avant qu'un nouvel événement ne ravive ses craintes. Son nom est évoqué lors du procès des médecins nazis de Nuremberg, qui s'achève à la fin de l'année 1947. Des médecins, des confrères, des gens avec qui il a servi, des gens qu'il connaissait, 3 ans et demi après la fin de la guerre, se retrouvaient sur le banc des accusés, avec en perspective la peine de mort. Ils avaient fait les mêmes choses que lui, pas seulement à Auschwitz, mais dans d'autres camps. Alors il commence à se dire qu'il n'est pas vraiment en sécurité. Peut-être devrait-il aller un peu plus loin que Rosenheim. Le médecin fugitif devenu ouvrier agricole est rongé par la peur. Il espace les visites d'Irène pour éviter de se faire repérer. Mengele caressait l'espoir de revoir un jour son fils Rolf, né en 1944, qu'il n'a quasiment jamais vu. Le procès des médecins des camps de concentration finit d'anéantir cet espoir. Tout ce qu'il tenait pour certain s'était envolé. C'était un nazi convaincu. Et le nazisme avait vécu. Il avait joué un rôle qui lui semblait très important, en tant que médecin, au sein d'un camp qui n'existait plus. C'était un homme marié, et bien qu'il le soit encore techniquement, il n'avait plus de vie de famille. La vie qu'il avait connue avait disparu. Craignant que sa capture ne se solde par un procès et une condamnation à mort, Joseph Mengele met au point son évasion avec sa famille. Le réseau Odessa, qui aurait fait évader les grands criminels de guerre nazis, est une légende. Aussi, contrairement à d'autres nazis recrutés par les Alliés, ce médecin criminel de guerre SS n'a aucune valeur aux yeux des Occidentaux. Ses pseudo-travaux scientifiques n'ont aucun intérêt. Pour les réseaux du Vatican non plus. Mais il a d'importants moyens financiers. Il y avait des indépendants, des petits groupes qui proposaient une assistance pour obtenir des laissez-passer. Et la famille Mengele a pu acheter les services d'un de ces réseaux indépendants. Ils étaient disponibles. Ce n'était pas officiellement le 4e Reich, ce n'est pas non plus quelque chose qu'il a créé de toutes pièces. C'est l'argent qui lui a permis de s'échapper. La destination choisie est l'Amérique du Sud, et plus précisément l'Argentine. Pour y arriver, il lui faut réunir quelques conditions. D'abord, il lui faut de nouveaux papiers et une nouvelle identité. Grâce à la Croix-Rouge internationale, de Fritz Sollmann, il devient Helmut Gregor.
C'étaient des documents de bonne facture. Il était impossible de prouver que cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Alors, en l'absence de passeport national, obtenir des documents de la Croix-Rouge internationale était relativement facile. Gardons à l'esprit qu'outre ces nazis en fuite, il y avait des millions de réfugiés dans toute l'Europe. La situation était chaotique, même plusieurs années après la fin de la guerre. Mais cette nouvelle identité ne le rassure pas complètement. Il faut qu'il voyage le plus discrètement possible. Joseph Mengele, alias Helmut Gregor, quitte l'Allemagne le 17 avril 1949. Son objectif est de rejoindre le port de Gênes en Italie. Le chemin est long, un peu plus de 1000 km à l'époque. La route est aussi parsemée d'embûches. Il a 3 pays à traverser, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Les 3 pays sont occupés par des troupes américaines en plus des autorités locales. Les routes sont bondées de réfugiés, dont certains survivants d'Auschwitz, qui pourraient le reconnaître et le dénoncer. Mais tout est soigneusement planifié. À chaque étape, un complice lui indique la marche à suivre. Son premier objectif est d'arriver incognito à la gare d'Innsbruck, dans les Alpes. Il y parvient fin avril 1949. Deuxième étape, parvenir toujours en train à la petite ville frontalière autrichienne du col de Brenner. De là, il n'est qu'à quelques heures à pied de la ville frontalière italienne de Vipiteno. Mais il faut d'abord traverser la frontière clandestinement. Au petit matin, au tout début du mois de mai, les conditions météo sont bonnes. Il se lance dans cette traversée périlleuse par un petit sentier de montagne. Quelques heures plus tard, soulagé, il est à Vipiteno, en Italie. Il reste un peu moins d'1 mois dans ce bourg. Fin mai, il prend un train qui, après plusieurs arrêts, le conduit jusqu'au grand port de Gênes. À Gênes, dans la capitale de Ligure, il peut se fondre parmi la population et les centaines de milliers de réfugiés qui attendent d'embarquer pour les destinations du Nouveau Monde. Helmut Gregor est logé par ses complices dans un appartement en attendant qu'il obtienne son billet de bateau et le visa pour l'Argentine. Il a de l'argent que lui a remis sa famille. Il est seul pour ce départ vers une nouvelle vie. Sa femme Irène refuse de le suivre et de le rejoindre même s'il réussit son évasion. Malgré tout, il rencontre des difficultés avec un fonctionnaire du port. Et Mengele fait ce qu'il pense être la chose à faire avec les fonctionnaires. Il lui offre de l'argent pour le soudoyer et obtenir les tampons dont il a besoin. Cela ne fonctionne pas. Le fonctionnaire le prend mal et Mengele est jeté en prison. Il pense qu'il est maudit, que c'est la fin. Il va manquer son départ pour la liberté, l'embarquement sur le North King pour l'Amérique du Sud, parce qu'il est coincé dans cette prison à Gênes. Et cela le rend très amer. En fait, avec quelques pots de vin, il est libéré juste à temps. Mais cette arrestation semble être le bout du chemin pour lui. Cela aurait pu se terminer ici, en 1949, dans le nord de l'Italie, mais ce n'est pas le cas. Finalement, début juin 1949, Mengele, alias Helmut Gregor, parvient à corrompre un autre fonctionnaire des douanes italiennes un peu moins regardant. Par chance, le North King, le paquebot qu'il devait prendre, est toujours à quai. Avec ses papiers en règle et un visa pour l'Argentine, il monte à bord. Au bout de 6 semaines de traversée, il arrive dans le port de Buenos Aires. En attendant d'entrer en relation avec des contacts qui lui ont été donnés, le docteur Mengele s'installe pour quelques jours au centre-ville de Buenos Aires, où il prend une chambre dans le petit hôtel Palermo. Qu'y a-t-il de mieux pour un nazi cherchant à fuir les chasseurs de nazis qu'un pays où il y a une large communauté allemande, où les paysages du sud du pays, en Patagonie, lui rappelleraient l'Autriche et l'Allemagne. Les lacs, les montagnes ressemblent beaucoup à ceux d'Europe.
Il parle allemand, il va se faire de nombreux amis capables de se taire, et il existe déjà des sortes de structures financières susceptibles de l'aider. Dès lors, cela en fait une destination très attirante. Cette importante communauté allemande d'Argentine est aussi l'une des plus riches. Elle possède d'immenses domaines agricoles et toutes sortes d'industries. Avec la montée du nazisme, elle va apporter un soutien sans faille à Hitler et à son Troisième Reich. Les Allemands d'Argentine vont lever des fonds et envoyer des milliers d'hommes au combat en Europe. Le régime argentin, avec Juan Perón à sa tête, est également fascisant. Le système politique apparaît donc très confortable pour un nazi. Si le fascisme est mort en Allemagne, il se porte bien en Argentine. Les nazis s'intégraient donc très bien. Lorsque Mengele arrive en Argentine, Juan Perón est au pouvoir depuis 1946. Après-guerre, il continue de bénéficier des immenses savoirs financiers nazis rapatriés clandestinement en Argentine. Ultranationaliste et populiste, il accepte de protéger les intérêts de la communauté allemande, encore très largement pro-nazi après-guerre. Il fait de son pays un sanctuaire pour les anciens criminels de guerre nazis et pro-nazis. L'Église catholique argentine était à l'autre bout du réseau mis en place par le Vatican. Et certains des pires criminels, comme Draganovic ou d'autres à Rome, envoyaient des croades recherchées, telles que Pavelic, en Argentine, parce qu'on considérait que c'était là-bas l'endroit le plus sûr. La liste des nazis qui trouvent asile en Argentine se compte par centaines, voire même des milliers. Parmi ceux importants de la haute hiérarchie, on peut trouver Klaus Barbie et puis Walter Kuschmann, qui était un capitaine dans la SS. Erich Kripke est aussi un cas célèbre. Il n'a vraiment été inquiété que très peu de temps avant de décéder. Est arrivé aussi en Argentine, grâce à la protection de Perón, un certain Walter Rauff. Walter Rauff est tristement célèbre pour avoir été l'inventeur des camions chambre à gaz. Quant à Otto Skorzeny, son arrivée a été possible grâce au voyage d'Eva Perón en Europe en 1947. Rapidement, Mengele entre en contact avec le réseau d'entraide nazi de Buenos Aires. Les deux premières personnes qu'il rencontre sont deux anciens as de l'armée de l'air nazi. Hans Rudel, avec qui il va devenir très ami, et Adolf Galland sont installés dans la capitale argentine. Leur aide lui est très précieuse. Grâce à ces deux Allemands, il rencontre un troisième homme. À son arrivée, Mengele est aussi beaucoup aidé par un homme qui s'appelle Roberto Mertig. Il est aussi l'une des personnes qui participent à la protection accordée à Mengele par l'État argentin grâce à ses contacts très haut placés. Lui-même se chargeait de recevoir en tant que prête-nom l'argent que le père de Mengele envoyait d'Europe vers Buenos Aires. Mertig fait même travailler Mengele un temps dans sa propre entreprise. Toutes ces personnes font partie de l'entourage de Perón. Le président s'affiche parfois avec d'anciens dignitaires nazis, comme sur cette photo inédite, où il est aux côtés d'Otto Skorzeny, un officier allemand et commando SS particulièrement connu pour ses missions audacieuses, souvent sur ordre direct d'Adolf Hitler. Perón, dans ses propres mémoires, confesse ouvertement ses rencontres avec Mengele dans la villa présidentielle de Olivos. Dans les années 50, à Buenos Aires, il y avait beaucoup d'Allemands. Mais il faut bien se souvenir qu'il y avait également, et qu'il y a toujours, une très nombreuse population juive. Près de 200 000 juifs vivaient à Buenos Aires. Ces nazis devaient donc vivre à côté d'une importante population juive, ce qui a dû les déranger. En ce début des années 50, Mengele quitte le quartier de Vicente López pour le quartier beaucoup plus chic de Florida. Il loue la maison d'un sympathisant nazi au numéro 2458,
de la rue Arenales. Portique arrondi à colonnes, jardin verdoyant. C'est une maison beaucoup plus en accord avec les prétentions sociales du docteur. Mengele retrouve ici un peu son ancien train de vie familial. Le charme discret de la bourgeoisie éduquée. C'est un solitaire. Ce n'est pas vraiment un fêtard. Il ne frappe pas par son côté convivial ou sociable. C'est quelqu'un d'assez sérieux. Après tout, il voulait devenir professeur d'université à Francfort, par exemple. Au début de l'année 1953, le docteur déménage à nouveau pour s'installer dans le centre-ville, où il loue un appartement au premier étage du numéro 431 de la rue Taquari. Un choix étrange compte tenu du peu de charme de cet immeuble vétuste dans cette rue bruyante. Peut-être qu'à 42 ans, cet homme seul et célibataire cherchait-il davantage de possibilités de rencontres avec des femmes. Ce que l'on sait, c'est qu'il sort plus et fréquente notamment un restaurant célèbre à Buenos Aires. Si l'on se rendait dans le café ABC à Buenos Aires dans les années 50, on pouvait y croiser le Gotha du régime nazi. On y trouvait Mengele, Eichmann, des personnages importants. Pas les plus hauts dirigeants, mais des individus haut placés dans le régime, des officiers gradés. Tout ce beau monde sirotant une bière, dégustant de la cuisine allemande traditionnelle. On ne peut pas dire s'ils savaient tous qui étaient les autres exactement. Mais Mengele, alias Gregor, n'est pas inactif. Il commence même à bien gagner sa vie. Avec l'aide de sa famille, il investit dans une entreprise de charpente. Grâce à son ami Hans Rudel, il développe aussi le commerce des machines agricoles familiales. Rudel le met notamment en relation avec des contacts au Paraguay voisin, où se déplace fréquemment Mengele. Des documents récemment publiés par le gouvernement argentin indiquent qu'il aurait peut-être pratiqué illégalement la médecine, dont des avortements. L'une de mes plus grandes surprises, ça a été de découvrir à quel point il s'est facilement adapté à cette nouvelle vie et comment il a prospéré. Mengele était riche. Cela faisait une grande différence. D'autres criminels qui ont fui en Amérique du Sud, comme Adolf Eichmann, qui gérait les trains de la déportation. Eh bien, Eichmann a travaillé comme contremaître dans une usine Mercedes. Pas Mengele. En fait, Mengele n'avait pas un travail et les horaires fixes. Au début, il ne travaillait pas du tout. Il s'est mis à investir dans des entreprises. Il prenait son temps. Le contact est aussi permanent avec l'Allemagne et sa famille. En 1954, un tribunal de Düsseldorf accorde le divorce à sa femme Irène, restée en Allemagne. Une séparation qu'il accepte via son avocat. Mengele sait aussi que son frère Karl est décédé en 1949, laissant une veuve Martha et un fils Karl-Heinz. Il sait aussi que son père est inquiet à l'idée que sa belle-fille ne se remarie avec n'importe qui. Elle possède des actions de la société. La solution pour préserver l'entreprise est de marier Martha à Joseph. Le seul problème est de s'assurer qu'ils se rencontrent. Pour que cela se produise, Mengele doit venir en Europe. Pour ce faire, il doit retrouver sa véritable identité. En 1956, il est tellement à l'aise dans sa nouvelle vie à Buenos Aires qu'il se rend à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest et dit « Au fait, je ne m'appelle pas Helmut Gregor. C'est le nom que j'ai utilisé à mon arrivée. Mon nom est Joseph Mengele. J'aimerais obtenir un passeport à mon vrai nom. » Personne ne s'est dit « Vous êtes arrivé ici en 1949 sous un faux nom et vous voulez retrouver votre vrai patronyme? Qu'est-ce que ça signifie ?» Non, on lui donne. Après avoir obtenu une copie de son acte de naissance via l'ambassade ouest-allemande d'Argentine en 1956, Mengele obtient un permis de séjour argentin. Il utilise ce document pour obtenir un passeport argentin mentionnant sa véritable identité. Il entreprend alors un voyage qui semble aujourd'hui d'une audace inouïe.
En février 1956, il se rend en Europe en tant que Mengele. Première étape, la Suisse, dans la station de ski d'Engelberg. Il retrouve dans cet hôtel son fils Rolf, auquel on a dit qu'il est son oncle Fritz. Martha et son fils, Karl-Heinz, sont aussi des vacances. Tous font connaissance dans ce cadre idyllique des Alpes suisses allemandes. Mengele pousse ensuite son séjour jusqu'en Allemagne avec Martha. Il se rend à Günzburg, il va à Wiesbaden. Pendant 3 jours, il rend apparemment visite à d'anciens collègues de l'Institut du Kaiser Wilhelm. D'ailleurs, il serait très intéressant de savoir ce qui s'est passé là-bas. Au printemps, de retour en Argentine, Mengele se décide à vivre sous son vrai nom. À l'été 1956, le docteur se rend à l'ambassade d'Allemagne pour régulariser sa situation. Il compte se remarier et surtout faire un emprunt pour investir dans une nouvelle société. Pour y parvenir, il doit cette fois-ci obtenir un passeport de son pays de naissance. Quelques semaines plus tard, le 11 septembre 1956, il obtient le fameux sésame de la République d'Allemagne de l'Ouest. Comment cela est-il possible? Comment les diplomates ne se rendent-ils compte de rien? Je ne pense pas qu'il y ait eu de la corruption, des pots de vin, parce que ce n'était pas nécessaire. Si vous étiez un diplomate, un politicien, un docteur, un avocat ou un homme d'affaires allemand après la Seconde Guerre mondiale, 10 ou 11 ans après la fin de la guerre, aucun Allemand n'aurait jamais demandé à un autre Allemand « Qu'avez-vous fait pendant la guerre ?» C'était un sujet tabou. Les Allemands à cette époque n'étaient pas, comment dire, n'avaient pas la volonté de juger des criminels qui posaient des problèmes à la société allemande. Or, Mengele était un médecin. Les médecins qui avaient eu leur diplôme d'une façon tout à fait légale, des intellectuels de haut niveau, cela posait des problèmes à la société allemande. Cette négligence allemande qui s'apparente à de l'aide permet à Mengele de mener à bien sa vie professionnelle en Argentine. Il investit personnellement massivement dans 2 laboratoires pharmaceutiques, plus 1 million de Deutschmark que lui prête sa famille. Le docteur compte bien mettre en application sa passion, la science médicale. Les bureaux sont installés dans cet immeuble de Buenos Aires. La première affaire, qui a à voir avec sa profession, est l'achat d'une partie des laboratoires Wonder, dont les locaux étaient situés au centre de Buenos Aires. Le directeur de ce laboratoire Wonder, un certain Dr Baisi, l'a mis en contact avec 2 personnes d'origine allemande. Ensemble, ils ont fondé, c'est inscrit dans les registres du ministère de la Santé argentin, le laboratoire Fadropharm. Ils continuent à fabriquer là aussi des produits destinés à la vente au public, comme si de rien n'était, et toujours sous son propre nom. Sur les papiers présentés pour la constitution de la société anonyme figure le nom de Mengele. Je l'appelais Dr Gregor, parce que c'est sous ce nom qu'on me l'avait présenté. Et puis il m'a corrigé et m'a dit que c'était le docteur Mengele, pas Gregor. Cela m'a assez surprise, mais il m'a expliqué qu'il avait pris le nom de Gregor lorsqu'il avait quitté l'Allemagne après la guerre, du fait de problèmes politiques. Il était très aimable. Il était toujours content et racontait toujours des blagues. Il aimait siffler, des airs de musique classique surtout. Classical tunes mainly. Je ne me souviens plus quel compositeur, mais du Mozart, je pense. Heureux en affaires, Mengele l'est aussi sur le plan affectif. En octobre 1956, Martha et son fils Karl-Heinz le rejoignent à Buenos Aires. Ils s'installent tous dans la nouvelle maison que vient d'acheter le docteur pour abriter sa nouvelle famille.
Elle est située à Vire Vertis, dans le faubourg huppé d'Olivos. On trouve même les Mengele dans l'annuaire téléphonique de Buenos Aires. Ils se marient en janvier 1958, lors d'un séjour de vacances à Montevideo, la capitale de l'Uruguay voisin. Martha est une femme de caractère, qui l'a toujours attirée, et c'était réciproque. Elle a un fils à peu près du même âge que son propre fils à lui, Rolf, qui ne saura pas avant ses 14 ans que son père était encore vivant. Donc avant même que Rolf ne soit au courant de cela, Martha fait ses valises, déménage à Buenos Aires avec son fils et épouse Mengele. C'est un exemple saisissant de famille à problème, avec un grand P. Elle est prête à vivre avec lui, et son fils pense qu'il fait un très bon père. La suite logique pour Mengele après cet exil forcé de quelques années, c'est un retour définitif en Allemagne. Il sent qu'il n'est pas recherché et que sa vraie place est à Göteborg, à la tête de l'entreprise familiale. Mais une suite d'éléments va à nouveau forcer le destin du docteur Mengele. Il a sans doute pratiqué des opérations clandestines, notamment des avortements, lorsqu'il habitait dans la périphérie de Buenos Aires. Il a même été dénoncé pour avoir pratiqué un avortement sur une jeune femme qui est décédée des suites d'une infection. La police l'a alors arrêté. Il a visiblement bénéficié de protections qui lui ont permis de se sortir de cette fâcheuse situation qui aurait pu lui coûter très cher. Tout cela pour vous dire le genre de protection dont il a bénéficié. Mengele était seulement l'un des médecins interrogés. Innocenté, mais ébranlé, il craint que la mauvaise publicité autour de l'affaire n'entraîne la découverte de son passé nazi. En cette fin d'année 1958, il entreprend un long voyage d'affaires au Paraguay voisin pour se faire oublier. Il retourne plusieurs fois à Buenos Aires pour s'occuper de ses affaires et rendre visite à sa famille. Entre-temps, au Paraguay, Mengele commence à préparer son installation dans la région d'Alto Paraná, plus exactement dans un lieu connu sous le nom de Nouvelle-Allemagne dans la ville de Hohenau. C'est là qu'il rencontre Alban Krug, un sympathisant de la cause nazie. Cet homme, qui est le responsable de la coopérative agricole, lui vend des terres et cet ensemble de maisons. Un autre événement, cette fois-ci venu d'Europe, va précipiter ses plans. Les seules personnes qui travaillaient un tant soit peu étaient des gens comme Simon Wiesenthal, Serge et Bette Klarsfeld. Il s'agissait d'amateurs, opérant en indépendant sans le moindre soutien officiel, mais réellement imprégnés d'un grand sens moral. Les efforts incessants des chasseurs de nazis Simon Wiesenthal et Hermann Langbein commencent à porter leurs fruits. Langbein, un survivant d'Auschwitz, rassemble de nombreux témoignages sur les activités de Mengele durant la guerre. Lors de ses recherches, Langbein découvre les papiers de divorce de Mengele, qui indiquaient une adresse à Buenos Aires. Wiesenthal et lui font pression sur le gouvernement ouest-allemand pour qu'il émette un mandat d'arrêt international. Le 5 juin 1959, un tribunal allemand de Fribourg établit un premier acte d'accusation contre Mengele. Le procureur déclenche une procédure et une enquête est ouverte. On demande à la police de Günzburg d'enquêter, mais Günzburg étant une ville sous la coupe de l'entreprise Mengele, il est immédiatement informé qu'il est recherché. Joseph Mengele, informé, prend ses dispositions et fuit. Entre-temps, l'Allemagne a lancé un mandat d'arrêt international suivi d'une demande d'extradition contre le docteur. L'Argentine commence par refuser. Et quand l'extradition est approuvée, Mengele vit déjà au Paraguay depuis un moment. Ce pays dirigé par Alfredo Stroessner, un dictateur d'ascendance germanique, lui accorde même la nationalité en novembre 1959. À un moment, il a dû penser qu'il pouvait y vivre en tant que José Mengele et éviter d'être extradé en Allemagne. Le Paraguay n'avait pas de traité d'extradition avec l'Allemagne.
pas plus que l'Argentine d'ailleurs. Il a pu penser qu'en allant au Paraguay, Stroessner aurait besoin d'argent. Sa famille en avait, et les Allemands de là-bas le protégeraient. Et une fois au Paraguay, on n'extrade jamais un citoyen paraguayen. En parallèle, en 1959, sans que personne n'en soit informé, les services secrets israéliens, le Mossad, déclenchent l'opération Attila. Depuis 1958, le gouvernement allemand et la CIA connaissent la localisation à Buenos Aires d'Adolf Eichmann, l'architecte de la solution finale, mais ne le révèlent pas pour raison d'État. Il semble que la crainte ait été qu'Eichmann dénonce Hans Globke, proche des nazis, et alors membre du gouvernement du chancelier allemand Konrad Adenauer. C'est une information rapportée par la petite amie du fils d'Eichmann à Buenos Aires qui met le feu aux poudres. Il y avait un germano-argentin assez pauvre, appelé Lothar Hermann, dont la fille sortait avec un jeune homme vivant dans la banlieue de Buenos Aires. Et ce jeune homme n'arrêtait pas de se vanter de l'identité de son père. Et quand c'est venu aux oreilles de Lothar Hermann, cela lui a fait penser à un nazi recherché. Il a envoyé une lettre anonyme aux procureurs allemands. Cette lettre a atterri sur le bureau d'un certain Fritz Bauer. Coup de chance, l'information atterrit en Allemagne sur le bureau de Fritz Bauer, le premier procureur juif allemand. Peu confiant dans la justice de son pays, il transmet l'information aux autorités israéliennes, notamment au chef du Mossad, Isser Harel. Au moment où les Israéliens mettent en place une équipe pour kidnapper Adolf Eichmann en 1959, ils avaient en leur possession des informations qu'ils considéraient décisives, prouvant que Mengele s'était trouvé en Argentine, à Buenos Aires. À ce moment-là, Isser Harel décide de kidnapper à la fois Eichmann, qui est maître d'œuvre de la solution finale, et puis Mengele. L'opération pour capturer Eichmann est alors déclenchée par Israël, qui souhaite à cette occasion un procès, le Nuremberg du peuple juif. Le 11 mai 1960, le SS est enlevé en pleine rue, juste devant chez lui à Buenos Aires, dans le quartier populaire d'Olivos, par un commando d'agents du Mossad. Les agents espèrent faire d'une pierre deux coups avec Mengele. Lorsque les agents du Mossad arrivent à Buenos Aires, ils s'imaginent capturer Eichmann et Mengele. Mais il est déjà au Paraguay. Il aurait très bien pu être sur la Lune. C'est un endroit extrêmement difficile à pénétrer pour des agents israéliens. Il aurait été difficile de se présenter et de réclamer poliment Joseph Mengele. Mengele est passé entre les mailles du filet. Eichmann est séquestré dans une planque louée par les agents israéliens. Il reconnaît son identité et signe une déclaration par laquelle il accepte d'être jugé en Israël. Le 21 mai, il est transporté jusqu'en Israël à bord d'un avion de la compagnie israélienne El Al. Le Mossad apprend que Mengele est passé au Paraguay. Mais après cet exploit totalement illégal et ouvertement assumé en Argentine, l'agence israélienne se méfie des autorités paraguayennes. Joseph Mengele est protégé par sa nouvelle nationalité. Nous ne pouvions espérer nous emparer de lui que par la force, par l'usage des armes. Mais du fait de la situation particulière à l'époque et des tensions avec l'Argentine engendrées par l'affaire Eichmann, et afin d'éviter un scandale avant son procès à Jérusalem, j'ai décidé que l'on ne pouvait pas procéder ainsi. J'ai commencé à explorer d'autres options pour le capturer, des moyens plus élaborés pour infiltrer le cercle proche de Mengele et finalement l'atteindre de l'intérieur.
during the period 1939 to 1945 caused the killing of millions of Jews for the execution of the Nazi plan known as the final solution of the Jewish problem. Après un procès, Eichmann est condamné à la peine de mort. Il est pendu peu avant minuit, le 31 mai 1962. Alors qu'elle avait fourni à Mengele les documents officiels sous son vrai nom, qui lui avaient permis de régulariser sa situation en Argentine, l'Allemagne de l'Ouest finit par offrir une récompense pour sa capture. Mengele se sent traqué. Maintenant que Mengele est au Paraguay, il a érigé un mur infranchissable pour empêcher de le retrouver. Et bien sûr, il ne vit pas à Asunción, la capitale, mais dans la campagne, au milieu de nulle part. À partir de ce moment-là, il s'est mis à vivre de manière très différente. Et je pense qu'il vivait constamment dans la peur à l'idée d'être capturé. Et finalement, ce groupe d'Allemands, ces néo-nazis qu'il s'était mis à fréquenter, lui disent qu'ils connaissent un type qui lui trouvera l'endroit idéal, Wolfgang Gerhardt. Il saura où l'amener, et Gerhardt s'occupe de le faire passer au Brésil. C'est encore l'ancien as de l'aviation nazie Hans-Ulrich Rudel qui le met en contact avec un sympathisant nazi d'origine autrichienne. Il s'appelle Wolfgang Gerhardt, un ancien des jeunesses hitlériennes. Il fait passer Mengele clandestinement au Brésil. En attendant de lui trouver un nouveau point de chute, il l'accueille chez lui quelques mois dans une ferme près de Sao Paulo. On a plutôt oublié le rôle du Brésil en tant que refuge pour les nazis. Mais de nombreux nazis s'y sont retrouvés. L'un des plus célèbres s'appelait Franz Stengel, l'ancien commandant de Treblinka, où 800 000 à 1 million de Juifs ont été massacrés dès leur arrivée. Ce qui en fait donc l'un des plus grands meurtriers de masse de l'histoire. Stengel a vécu de longues années au Brésil sans être inquiété. Le Brésil était donc un endroit sûr où il pouvait se rendre. Wolfgang Gerhardt lui trouve une famille d'accueil. Géza et Gita Stammer, un couple d'expatriés hongrois. Grâce à un apport financier des Mengele, le couple achète une ferme à Nova Europa, à 300 km à l'ouest de Sao Paulo. Gerhardt présente Mengele au Stammer sous une nouvelle identité. Le docteur utilise le nom fictif de Peter Hochbichler, un émigré de nationalité suisse qui compte refaire sa vie au Brésil. Il devient régisseur de la ferme. Sa vie se résumait à se cacher dans les couches les plus modestes de la société, à se mélanger aux gens qu'il détestait. Toute cette diversité, ces classes inférieures, ces Brésiliens à la peau foncée, ces Noirs, ces immigrants, parce que ce faisant, il pouvait rester libre. La présence de Mengele est une aubaine pour les Stammer. Ils ont besoin de bras en plus de son capital. De plus, Mengele refuse d'être rémunéré. Il demande seulement à être nourri et logé en échange de son travail. Géza est un ingénieur qui se déplace beaucoup pour son métier. Il laisse souvent Gita seule à la ferme avec Mengele pour de longues périodes. On leur prête une aventure sentimentale. Ils allaient rester loyaux. Il est fort probable qu'ils percevaient de grosses sommes d'argent transférées en Amérique du Sud de la part de la famille Mengele en Bavière. C'était un arrangement très satisfaisant pour les Stammer. Ils disposaient d'un locataire qui allait payer son loyer pour de nombreuses années. Mais c'est aussi l'époque où l'on voit Mengele devenir de plus en plus paranoïaque. C'est l'époque où Mengele commence la rédaction d'un journal intime. C'est l'époque aussi où il écrit de nombreuses lettres à sa famille. Il est isolé et passe de longs moments à écrire. Dans ces journaux un peu insensés, écrits fébrilement, dans lesquels il parle de lui-même à la troisième personne, il justifie ce qu'il a fait durant la guerre.
Ce sont des justifications interminables et alambiquées pour ce qui se résume à des atrocités. Mais il appelait ça un travail pour le bien de l'humanité. Il se considérait comme un pionnier de la médecine. Mais le vrai Mengele transparaît dans les lettres personnelles adressées à sa famille. Des centaines de pages qu'il envoie en Allemagne et dont il n'imaginait pas qu'elles seraient rendues publiques. Il pense que sa famille sera suffisamment sensée pour s'en débarrasser. Ces lettres nous montrent que l'homme qui vivait au Brésil déteste de plus en plus sa vie là-bas. Il se sent isolé, la presse mentionne des choses horribles sur lui. De son point de vue, il ne profite pas de la fortune et la réussite accumulée par son père. Il devrait revenir en Allemagne et reprendre sa place au sein de la famille. C'est au retour de Martha et Karl-Heinz en Allemagne en décembre 1959 que Rolf apprend au détour d'une conversation que l'oncle Fritz n'est autre que son père. Mengele lui adresse du courrier directement. Il a suffisamment de temps libre pour blâmer sans cesse son fils, qu'il n'a jamais rencontré, lui disant qu'il n'est pas productif, qu'il est paresseux, qu'il devrait être docteur ou avocat. Il se pose en père exigeant, éloigné, un criminel de guerre qui se cache, mais qui cherche néanmoins à jouer un rôle dans la famille. Grâce à un nouvel apport financier de Mengele, le couple achète en 1962 une nouvelle ferme plus grande, à Serra Negra, à 150 km au nord de Sao Paulo. Mais les Stammer finissent par découvrir sa véritable identité. C'est la première fois que Mengele est reconnu. Un jour, quelqu'un a laissé traîner un journal. Et il y avait un article sur un bourreau nazi, comme on les appelait. J'ai vu la photo d'un jeune homme de 30 ou 33 ans, avec cet air-là. Et je me suis dit que ce visage m'était très familier, avec ce sourire et ses dents écartées. Je lui ai montré la photographie et je lui ai dit « Regardez cette photo, cela vous ressemble beaucoup. Vous êtes si mystérieux. Vous vivez ici avec nous, alors faites preuve d'honnêteté et dites-nous s'il s'agit bien de vous. » Plus tard, il a dit « Vous avez raison. J'habite avec vous, alors vous avez le droit de savoir. » Malheureusement, c'est bien moi. Et il se rend également compte, c'est aussi apparu lors du procès Eichmann, qu'un nom revient de plus en plus. Et ce nom est le sien, Mengele. Il réalise qu'il devient de plus en plus tristement célèbre. Pas seulement au sein d'une communauté juive plutôt limitée, mais il devient une sorte d'incarnation du mal pour beaucoup de monde. Mengele parvient à les convaincre de ne pas le dénoncer aux autorités, en avançant qu'il pourrait être accusé de l'avoir protégé. Et surtout en achetant leur silence. Des témoins remarquent la paranoïa croissante de Mengele, qui se sent de plus en plus traqué. Où qu'il aille, les chiens le suivaient. Il avait 14 ou 15 chiens, parfois plus, parfois moins. Il ne les amenait pas ici, mais il avait l'habitude de venir avec moi ici, avec ses jumelles pour scruter l'horizon. Et je faisais la même chose. Vous pouviez voir la route d'ici ? On peut voir une grande partie de la route, puisque la vue est assez dégagée. Au même moment, informé de la possibilité que le fugitif se soit réfugié au Brésil, l'Allemagne de l'Ouest étend son mandat d'arrêt à ce pays. En parallèle, Zvi Aroni, l'un des agents du Mossad ayant participé à la capture d'Eichmann, est placé à la tête d'une nouvelle équipe chargée de localiser et d'arrêter Mengele. Les enquêtes au Paraguay n'ont rien donné. Le Mossad ne parvient pas non plus à intercepter la correspondance entre Mengele et son épouse Martha, qui est installée en Italie.
Ces hommes suivent une nouvelle piste révélée par un ancien nazi d'origine hollandaise réfugié en Argentine. Il s'agit de Willem Sassen. L'étau se resserre. C'était un de ces indépendants installés en Amérique du Sud et qui avait beaucoup de contacts. Et quand les Israéliens l'ont attrapé, ils lui ont dit qu'ils allaient le ramener en Israël, comme Eichmann. Il n'avait rien à Eichmann, à moins qu'il ne leur donne des informations utiles. Sassen leur a donné le nom de quelqu'un relié à Mengele. Il a dit c'est un homme appelé Gerhardt, un Autrichien d'1,90 m. Il sait des choses à propos de Mengele. Il place Wolfgang Gerhardt sous étroite surveillance. Un jour, il se déplace jusque dans la région rurale de Serra Negra. L'équipe du Mossad repère un Européen qui pourrait bien être celui qu'il recherche depuis des mois. Il était assez difficile de photographier cet endroit, mais nous avons fait de notre mieux. Nous avons essayé d'utiliser des locaux et nous nous habillions très simplement. Je me souviens qu'un de ces hommes avait marché pieds nus sur 8 km, juste pour faire local. Une fois, alors que nous passions en voiture près des bâtiments, j'ai rencontré un homme que je pensais être Mengele, parce que j'avais vu des photos de lui à la télévision allemande. Et c'était le même homme. L'agent en informe immédiatement ses supérieurs. Mais la lourde logistique nécessaire à la capture, les limitations financières et le besoin de se concentrer sur les voisins immédiats d'Israël poussent les chefs du Mossad à mettre un terme à l'opération. De nouveau, Mengele s'en sort in extremis. L'équipe du Mossad se retire donc d'Amérique du Sud. Et quand je dis que les Israéliens m'ont frustré, ils font comme tous les autres services de renseignement, les Français, les Anglais, les Américains. Ils découvrent de nouvelles informations et ne les partagent pas. Ils n'en parlent pas à d'autres services. Ils ne retournent pas au Brésil. Ils n'informent pas Simon Wiesenthal. Et donc, la seule organisation qui disposait d'une piste sur le lieu où se trouvait Mengele, qui aurait pu mener l'affaire à bien, c'était Israël, dès 1961. Et une conjonction de coïncidences et d'affaires internationales tourne en faveur de Mengele. Il n'a pas la moindre idée à quel point ils sont passés près de lui et comment tout aurait pu finir pour lui. En cette fin des années 60, ce sont des chasseurs de nazis privés qui prennent le relais de la traque pour capturer Mengele. Le plus connu d'entre eux est Simon Wiesenthal, un rescapé de la Shoah. Wiesenthal avait tendance à exagérer ses propres succès et également à exagérer dans quelle mesure il était sur le point de retrouver Mengele. Pour Wiesenthal, Mengele était un bon moyen de trouver des financements. S'il disait avoir presque retrouvé la trace de Mengele, alors il recevrait davantage de fonds pour poursuivre son travail. C'était un chasseur de nazis, mais pas un trouveur de nazis. Mengele et les Stammer achètent en 1969 une nouvelle maison à Caieiras, située à une centaine de kilomètres au nord de Sao Paulo. Une grande villa au sommet d'une colline entourée de terre. Le trio veut se rapprocher de la capitale brésilienne tout en continuant à travailler la terre. Et pour Mengele, sans doute continuer à brouiller les pistes. En 1971, Wolfgang Gerhardt donne sa carte d'identité à Mengele. Le docteur change à nouveau d'identité. La 5e depuis 1945. Il devient Wolfgang Gerhardt. Mais loin d'être rassuré, Mengele se sent de plus en plus vulnérable. À cette époque, il s'était laissé pousser une longue moustache très fournie, dans un effort pitoyable pour se déguiser. Mais il était tellement angoissé qu'il a pris l'habitude de mâchouiller sa moustache. Et en faisant ça, tout comme les chats ont des boules de poils dans l'estomac, il commence à avoir d'intenses douleurs abdominales. En tant que médecin,
Il sait qu'il va devoir se faire retirer cette boule, impossible à digérer. Mais il vit sous une fausse identité, celle d'un homme bien plus jeune. Le docteur qui vient l'opérer a du mal à croire qu'il s'agisse de la même personne. Mais c'est symptomatique du Brésil à l'époque. Bien qu'à l'évidence, il s'agisse d'un Allemand sous un faux nom, le médecin l'opère malgré tout, sans poser trop de questions, et ne le signale pas aux autorités. Fragilisé, Mengele est de plus en plus irritable avec ses hôtes. Les relations se dégradent au plus haut point après cette douzaine d'années passées ensemble. J'ai de la peine pour les Stammer, parce que c'est un hôte assez déplorable. Mengele est très exigeant. Il a mauvais caractère, il se dispute constamment avec eux. Certains jours, il ne prononçait pas un mot et était pensif. Il se mettait à son travail, accomplissait toutes ses tâches, mais il restait silencieux. Il s'est mis à faire de longues promenades. Il marchait pendant des heures. D'autres jours, il était plus loquace, se montrait plus enjoué et s'entendait mieux avec tout le monde. Et tout à coup, il entrait dans des disputes, commençait à se plaindre. À la suite d'une dispute à la fin de l'année 1974, peut-être à cause du vieil homme de plus en plus horripilant, et aussi en raison de cette relation entre Mengele et Gitta Stammer, le trio se sépare. Pour la première fois depuis l'Argentine, Mengele, alias Gerhardt, s'installe ici, dans une petite maison modeste et délabrée située au 55 rue Alvarenga, à Eldorado, un quartier pauvre dans la périphérie de Sao Paulo. Il vit cette fois complètement seul au milieu de la mixité brésilienne. C'était très malin d'emménager aux confins d'une des villes les plus populaires du Brésil, dans un quartier parmi les plus pauvres, de se mêler à la population et vivre à découvert. Se cacher à découvert, mais au milieu de tant de monde que personne ne pourrait se douter de qui vous êtes. Mais le docteur Mengele vit dans la peur. On s'interroge souvent sur la raison pour laquelle Mengele avait un pistolet. Est-ce qu'il se préparait à tirer sur des agents du Mossad qui allaient défoncer sa porte? Ou craignait-il la criminalité à Sao Paulo? Les deux sont raisonnablement envisageables. Si on me pose la question, je dirais que c'est à cause des Israéliens. Mais c'est aussi parce que je voudrais que ce soit la vraie raison. Cela voudrait dire qu'il a vécu dans la peur jusqu'au bout. Pour tenter de le rassurer, et toujours contre des sommes d'argent de plus en plus importantes, Wolfgang Gerhardt lui présente une nouvelle famille d'adoption, les Bossart. Il y a Wolfram, sa femme Liselotte et leurs deux enfants, Andreas et Sabine. Ils habitent Sao Paulo à environ une trentaine de kilomètres de Mengele. À la lecture des courriers échangés entre Mengele et M. Bossart, ce dernier était très proche politiquement de Mengele. C'était aussi un homme intelligent. C'est ce qui est formidable en Amérique du Sud. Il y a toujours des Allemands d'origine qui pensent que l'Allemagne a été très maltraitée après la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, le temps a passé. Au moment où il est avec les Bossart, nous sommes dans les années 70, 30 ans après la fin de la guerre. Et pourtant, il continue à penser que le fait que Mengele soit encore recherché relève de la persécution. Cette protection était devenue non pas quelque chose de honteux, mais un acte honorable selon eux. Les deux hommes s'apprécient. Et pour Mengele, les enfants des Bossart sont une soupape. Il passe beaucoup de temps avec cette famille. Nous avons retrouvé un enregistrement unique de la voix de Joseph Mengele datant de cette période. Il est au piano et chante une chanson pour ses nouveaux amis.
Il s'occupe aussi des enfants pour qui il construit une barque. Il les emmène à la pêche. Mengele devient un peu leur oncle de substitution. Grâce à cette famille, il retisse du lien social. Il se sent protégé, alors que son nom fait couler de plus en plus d'encre. Mais la santé de Mengele se détériore depuis 1972. Il est victime d'un accident cardiovasculaire en 1976. Il souffre d'hypertension et d'une infection de l'oreille qui perturbe son sens de l'équilibre. Des nouvelles qui alarment la famille en Allemagne. Rolf, qui n'a pas vu son père depuis son séjour en Europe en 1956, se décide à lui rendre visite en 1977. Il voyage incognito, lui aussi sous un nom d'emprunt. J'ai vraiment dû me forcer pour paraître cordial, pour exprimer un minimum de sentiments. Il était très ému par la situation. Il avait les yeux brillants de larmes. Il était également très fier de cette situation, car il se disait que tout le monde dans la famille n'aurait pas été en mesure de venir le voir. Il me considérait comme un valeureux soldat qui avait franchi les lignes ennemies. Il voulait se rendre en Amérique du Sud et entendre son père lui dire qu'il avait détesté y vivre, qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, mais que cet endroit l'avait toujours écœuré. Dans les premiers jours de notre rencontre, j'ai évité d'évoquer les sujets sensibles, c'est-à-dire Auschwitz. Par la suite, je les ai abordés et il a explosé. Comment peux-tu imaginer que j'ai pu faire ces choses ? Tu ne vois pas que c'est un mensonge, de la propagande ? Il s'est justifié en disant qu'il ne pouvait pas aider des centaines de milliers de personnes alors qu'une organisation, un système aussi épouvantable était en place. Il s'est justifié en disant qu'il en avait aidé beaucoup, qu'il en avait aidé certains. Je n'ai jamais pu comprendre comment un être humain pouvait agir de la sorte. Et le fait que ce soit mon père n'y change rien. Pour moi, cela va à l'encontre de toute éthique, de toute morale, de toute compréhension et de la nature humaine. Mais pour autant, Rolf ne dénonce pas son père. Aujourd'hui encore, il condamne ce que son père a fait, mais déclare que même aujourd'hui, il ne le dénoncerait pas. Je pense aussi que Rolf l'a fait pour sa mère, Irène, qui était encore vivante à l'époque et dont il était très proche. Et il savait que si son père passait en jugement, elle se retrouverait au cœur de la tempête. Le 5 février 1979, Mengele prend un bus pour rejoindre ses amis Bossart dans leur maison de la ville côtière de Bertioga. C'est là qu'il vient souvent nager et se rafraîchir lors de l'été brésilien. Le 7 février 1979, alors qu'il se baigne, il a une nouvelle crise cardiaque. Il était environ 4h30. Nous sommes allés à la plage pour nager. Tout à coup, mon fils s'est rendu compte que l'oncle Mengele était dans l'eau étendu sur le côté. Je l'ai vu aussi. J'ai crié à mon mari qu'il était arrivé quelque chose à l'oncle. Il avait la tête à moitié dans l'eau et il était visiblement en grande difficulté. Son regard était fixe, perdu dans le vide. Il cherchait à nager vers le rivage. Mon mari a essayé de le ramener sur le sable, mais il était déjà trop tard.
ihm zusammen dann an den Strand zu kommen. Mengele décède sans avoir revu son fils et sa famille. Il est enterré dans la plus grande discrétion dans le cimetière municipal à Embu, situé à une trentaine de kilomètres de Sao Paulo. Il est inhumé anonymement à côté de Friederike, la mère de Wolfgang Gerhardt, dont il utilise l'identité depuis 1971. Aucune inscription, aucune pierre tombale n'indique la présence d'un second corps. Je suis absolument convaincu que pour la famille Mengele en Allemagne, pour les Bossart et les Stammer qui avaient pris soin de lui en Amérique du Sud, pour tous ceux qui avaient été en contact avec lui, il était impératif que sa mort reste secrète. Parce qu'en ce qui les concernait, c'était l'impunité. Tout était fini. Il était mort et on continuerait à chasser un fantôme. Certaines personnes qui avaient protégé Mengele auraient pu être traînées en justice, au Brésil ou ailleurs. Alors la famille a pensé qu'il valait mieux repousser cette révélation le plus tard possible. Le silence est total. Rien ne filtre de ce décès. C'est une combinaison d'événements qui ravive l'intérêt du public et alerte les autorités de plusieurs pays sur le fait que le criminel nazi serait toujours en fuite. Cinq ans plus tard, en janvier 1985, pour la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, les survivants réclament justice contre Mengele. Face à ce scandale, les gouvernements ouest-allemands, israéliens et américains mettent en commun des moyens conséquents pour le retrouver. Ils décident d'en finir une fois pour toutes avec la traque de Mengele. Des récompenses pour sa capture sont également offertes par les gouvernements israéliens et ouest-allemands, le New York Times, les Klarsfeld ou encore le centre Simon Wiesenthal. L'Allemagne reçoit beaucoup de pression pour enfin faire quelque chose, pour découvrir si ce type est vivant ou mort. Les Allemands de l'Ouest démarrent enfin l'enquête qui aurait dû débuter 15 ans plus tôt. On aurait pu résoudre cette affaire par un moyen traditionnel qui consiste, comme on dit dans mon pays, à suivre la piste de l'argent. Et cela aurait pu être fait par les autorités allemandes bien des années plus tôt, lorsque Mengele était encore en vie. À partir du moment où ils se sont concentrés sur l'entreprise du matériel agricole des Mengele à Günzburg, comme nous les avions incités à le faire, il leur a fallu très peu de temps pour découvrir l'itinéraire que suivait l'argent jusqu'au Brésil. Tout s'accélère. Et le 31 mai 1985, la police perquisitionne la maison d'Hans Sedlmayr. C'est un vieil ami de Mengele, responsable des ventes de l'entreprise familiale de Gützburg et lien financier depuis 1945 entre Mengele et sa famille. Elle découvre un carnet d'adresses et des lettres, dont l'une écrite par Bossart, informant la famille de la mort de Mengele. Les autorités ont fait une perquisition, ça n'a pas pris très longtemps. En fouillant la chambre de Madame Sedlmayr et à peine dissimulée dans un secrétaire, ils ont trouvé un tas de lettres. C'était une surprise pour les enquêteurs et une énorme surprise pour Hans Sedlmayr qui aurait dit par la suite que sa femme avait été assez stupide pour garder ces lettres. Les autorités allemandes informent immédiatement la police brésilienne qui interroge les Bossart. Ces derniers révèlent l'emplacement exact de la tombe du docteur. Les restes sont exhumés publiquement le 6 juin 1985. La nouvelle a entre-temps fait le tour du monde. Dans le cimetière d'Embu, c'est le chaos. La presse internationale est présente pendant toute l'exhumation. Commence alors un long processus d'identification. Des légistes et des spécialistes du monde entier viennent prêter main forte à l'équipe brésilienne.
Nous avons tout un protocole d'identification. Ce protocole a une série d'éléments à identifier. Le sexe, l'âge, la taille, des signes particuliers présents sur les os, comme par exemple des fractures ou d'autres signes. Sur le squelette que nous avions, nous avons pu relever des séquelles et une fracture du bassin. Nous les avons comparés avec son dossier militaire sur lequel figurait un accident dans lequel il s'était fracturé le bassin. Au total, et grâce à ce dossier, nous avons eu accès à un ensemble de données qui nous ont permis de faire un recoupage scientifique avec le squelette d'Embou. Ces éléments étaient suffisamment concluants pour nous permettre d'affirmer avec certitude qu'il s'agissait bien de Mengele. Et au final, ces 11 experts médico-légaux venus d'Allemagne, des États-Unis, d'Israël et du centre Simon Wiesenthal ont tous validé que sur la base de son dossier SS, même si certains en ont débattu, il s'agissait avec certitude de Mengele. Le 10 juin 1985, le seul membre de la famille Mengele à sortir du silence est Rolf Mengele. Il publie une déclaration dans laquelle il reconnaît que le corps est bien celui de son père et admet que sa mort a été gardée secrète pour couvrir ceux qui l'ont protégé pendant toute sa fuite. Un décès confirmé, mais parmi les survivants, des doutes subsistent. Et quelques années plus tard, c'est un expert britannique nommé Jeffreys qui a prouvé, en utilisant l'ADN de la famille Mengele, que les ossements étaient sans le moindre doute ceux de Mengele. Les survivants avaient besoin de la confirmation ADN parce qu'ils avaient vu ce qu'il y avait de plus diabolique en lui. Et si on leur disait qu'il y avait une chance sur 1 million pour que ce ne soit pas Mengele, pour eux, il était capable de s'en sortir, en trouvant quelqu'un qui correspond en tout point à lui. Mais la plupart d'entre nous avons su que l'affaire était close avant que la science ne le démontre de manière définitive. Il faut attendre 1992 pour clore définitivement ce dossier ouvert en 1945. Une affaire qui, avec un peu de bonne volonté du côté des autorités allemandes, n'aurait dû prendre que quelques mois. Le plus frustrant dans l'affaire Mengele, c'est qu'il s'en est sorti. Sa vie a été misérable pendant de nombreuses années, mais pas suffisamment. La seule vraie justice aurait été de le faire comparaître devant un tribunal. Même son exécution n'aurait pas pu venger la terreur qu'il a fait régner à Auschwitz. Mais un procès aurait été important. Cela n'a pas eu lieu. Sa mort a été trop douce, en nageant dans l'océan, frappé par une attaque cardiaque. Il s'éteint à l'âge de 69 ans. La mort paisible de Mengele est une source de frustration pour tous ceux qui se sont intéressés à son cas. Celui qui reste synonyme d'une des plus grandes horreurs du régime d'Adolf Hitler est conservé dans les tiroirs de l'Institut médico-légal de Sao Paulo. Ironie de l'histoire, même sa famille n'a pas voulu de sépulture décente pour l'un des siens. Après-guerre, très peu de nazis de sa dimension sont ainsi passés entre les mailles du filet de la justice internationale. Mengele est pourtant l'une des rares exceptions. La traque pour capturer le docteur d'Auschwitz a été tardive et très insuffisante. Mais globalement, compte tenu de l'ampleur des crimes nazis et du nombre record de criminels impliqués jamais atteint avant dans l'histoire, justice a été rendue pour la plupart des auteurs coupables de crimes contre l'humanité.